Bon, les amis, bonsoir. Nous allons continuer la suite de notre chapitre 8, là où on s'était arrêté. Euh, Jeu un peu reculé. Et puis on continue, on va parler aussi du chapitre 9 dans notre vidéo. Alors nous avons parlé des méthodes de routage par rapport aux autres. Comment le PC conçoit leur table de routage. En fait, pas comment il conçoit. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des décisions relatives pour la transmission des autres. Alors, nous savons le PCC un périphérique qui est au niveau du jusqu'à la couche 7. Donc, il commence à partir de la première couche jusqu'à la couche 7. Alors, il passe par la couche 3. Lorsque, par exemple, un PCV envoie une information à un serveur, alors qu'est-ce qui se passe? On dit que les paquets sont toujours créés de la source. Donc, c'est le PC qui émet, c'est lui qui crée les paquets. Chaque unité crée sa propre table de routage. Alors, le PC, il a une table de routage qui s'est fait par défaut, qui s'est fait automatiquement selon le système d'exploitation. Alors, la table de routage, c'est une table qui est au niveau de la couche réseau qui va relier tout le PC auquel il y a à travailler. Les sauts, donc le PC qui ont des adresses IP, les réseaux auxquels il a à travailler. Alors, un autre peut envoyer des paquets aux éléments suivants. L'autre peut envoyer les paquets soit par lui-même, c'est le bouclage, soit un PC qui est dans le même réseau que lui, ou bien dans un autre réseau distant. Alors, nous avons vu le périphérique source, la décision relative par rapport à ça. Le périphérique source détermine si la destination est locale ou bien c'est distant. Ce sont des rappels que je vous parle. Méthode de détermination. Parlons de IPv4 ou IPv6. La source, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser sa propre adresse IP, les masques des sous-réseaux, ainsi que l'adresse IP de destination. Donc, dans le paquet, vous allez voir, il mettra son adresse IP source et il mettra l'adresse IP de destination. Maintenant, si par exemple le monsieur fait partie du même réseau, on a vu ça, il y a un protocole ARP qui va chercher l'adresse MAC de ce PC. Alors, l'adresse MAC en question, si par exemple nous faisons partie du même réseau, le ARP va demander l'adresse MAC du PC de l'adresse de destination que vous avez pingée. Pourquoi? Parce qu'il a comparé l'adresse de destination par rapport à votre adresse IP et ce qui est le masque de sous-réseau que vous avez. Le masque lui dit que l'adresse IP de destination, c'est une adresse qui fait partie du même réseau que moi. Voilà pourquoi le protocole ARP va demander l'adresse MAC du PC de destination, le PC auquel vous avez contacté. Alors, dans le IPv6, on parle de l'IPv6 utilise l'adresse réseau et le préfixe annoncé par le routeur. Tous ces processus de ARP, je vous avais parlé l'autre fois. Je vous ai expliqué comment ça se fait lorsque nous sommes dans un réseau distant. Dans le réseau distant, le processus se fait comment? Le ARP va vérifier. Il remarquera que l'adresse IP de destination que vous avez utilisée ne fait pas partie du même réseau que votre adresse IP. Pourquoi? Parce que dans votre configuration de la carte réseau, vous avez configuré l'adresse IP et puis les masques des sous-réseaux. Alors, comme il ne fait pas partie du même réseau, normalement, les ARP, pas normalement, les ARP ne va pas demander l'adresse MAC de cette adresse que vous avez pingée ou bien vous avez demandé la requête. Alors, il va vérifier dans votre carte réseau, est-ce qu'il y a une configuration de la passerelle qui a été faite? Si vous avez configuré la passerelle, à ce moment-là, le ARP va demander maintenant l'adresse MAC de votre passerelle. Alors, dans le IPv6, lorsque nous sommes dans la pile IPv6, on n'utilise pas les ARP, c'est le protocole NB qui veut dire la découverte des voisins. Le trafic local est déchargé de l'interface hôte pour être géré par un périphérique intermédiaire. Nous savons, ça quitte ici, ça passe, soit ça peut quitter, ça passe par l'intermédiaire. Le trafic distant est transféré directement vers la passerelle par défaut. Si c'est un autre réseau, on aura besoin de la passerelle par défaut. Je vous ai parlé de l'importance de la passerelle par défaut. La passerelle par défaut, c'est un périphérique qui peut vous relier avec d'autres réseaux. Alors, ça peut être un routeur ou bien un commutateur de couche 3. Voilà le point auquel nous avons parlé. On a vu un node en chemin vers la passerelle par défaut. C'est ce que je vous ai parlé ici. Les trams se déplacent pour aller vers la passerelle par défaut si on veut communiquer avec un autre réseau. Alors, la commande, on avait vu, c'est le net-state-r pour afficher la table de routage au niveau du PC. Là, c'est dans le Windows. Alors, le point qu'on va aborder, c'est la présentation maintenant au niveau du routage.
Comment les routeurs, les périphériques intermédiaires prennent-ils des décisions? Alors, on dit la décision relative à la transmission des paquets des routeurs. Que se passe-t-il lorsque le routeur reçoit la trame des périphériques? Alors, les routeurs, ils prennent des décisions en fonction d'une table qu'on appelle la table de routage. Parce que rappelez-vous, à chaque fois, je vous dis que le routeur, c'est un périphérique qui réfléchit jusqu'à la couche réseau. Contrairement au commutateur, le commutateur se limite qu'à la couche D, qui est la couche liaison de données. Tandis que le routeur, il arrive jusqu'à la couche 3, c'est la couche réseau du modèle OSI. Voilà pourquoi le commutateur ne peut pas envoyer des données d'un réseau A à un réseau B. Mais tandis que le routeur, il peut le faire. Pourquoi? Parce que le routeur réfléchit à la couche réseau. C'est la couche 3. Donc, il peut pour savoir ce paquet va dans tel réseau et moi, j'ai combien de réseaux chez moi. Mais le commutateur ne l'a pas. Alors, le routeur conçoit une table qu'on appelle la table de routage. Il va relier tous les réseaux qu'il a dans sa table. On verra comment il a reçu les réseaux. Il va relier tous les réseaux que le routeur a. Et puis, il doit savoir ces réseaux-là sont dans quelle interface. Parce qu'une interface d'un routeur, c'est un réseau. Ça peut être un réseau. Une interface d'un routeur, c'est un réseau. On ne peut jamais trouver deux interfaces de routeur qui donnent un réseau. Ça ne peut jamais exister. Alors, dans la configuration de sa table, je donne l'exemple. On parle de R1. On remarque qu'il est R1, c'est l'interface Giga 00. Il a les réseaux 192.168.10.0/24. Giga 001, il a DCNF 165. Ce sont les deux réseaux qui sont directement chez lui dans ces interfaces ici. Maintenant, le problème, c'est quoi? On remarque que ces réseaux 10, 1, 2, 0 ici, au lieu de donner l'interface, il est dit, je l'ai appris via, donc, en passant par son ami qui est RT. Donc, cela veut dire quoi? On voit déjà les sortes de réseaux que le routeur aura. Il aura des réseaux qui sont connectés directement sur son interface, que le routeur connaît. Et puis, il aura d'autres réseaux que le routeur va apprendre par rapport à ses voisins. Ses voisins, c'est qui? Ses voisins sont qui? C'est le routeur qui sont là. Le routeur qui est là. Donc, le routeur ici a annoncé à R1 que si tu veux savoir les réseaux 10 ici, 1, 2, 0, tu dois passer par moi. Alors, nous avons ici ce qu'on appelle les default routes. La route par défaut qui est la route 0.00. Il dit toujours passer par R2. Je vais parler de cette route-là si ça sert à quoi. Regardez bien, c'est une route qui est composée de 0, 0, 0 et le masque est toujours 0. Alors, dans la table de routage, quelles sont les routes que nous retrouvons? On parle des routes connectées directement. Les routes connectées directement, ce sont des routes que vous avez apprises ici. Regardez, il dit se connecter directement à son interface. Cette route est connectée directement. Donc, c'est une route qui est connectée directement à l'interface du routeur. Alors, comment le routeur a appris cette route-là? Le routeur a appris la route lorsque vous, l'administrateur, vous êtes venu auprès du routeur à l'interface de ce routeur-là. Vous avez configuré les réseaux. Alors, lorsque vous avez configuré ces réseaux, directement le routeur a pris connaissance de cette route. Il sait que la route, maintenant, ces réseaux ici appartient à telle interface. Alors, ce genre de route, c'est une route qu'on appelle la route connectée directement. Alors, nous avons les routes distantes. Les routes distantes, ce sont des routes que le routeur a appris par rapport à ses voisins. Donc, il y a un voisin de routeur ou bien un voisin d'un voisin selon la limite de routeur qu'on peut avoir. Il dit, donc l'ami de l'ami m'a informé de l'existence de cette route. Pour atteindre ces réseaux, je ne dois pas passer par cette interface chez moi. Non, je dois trouver mon ami pour atteindre ces réseaux. Alors, ces genres de routes-là, on les appelle des routes distantes. Je vous rappelle, les routes sont des réseaux. Alors, cette route distante, on peut les avoir de deux façons. Ça peut être manuellement. Donc, manuellement, c'est l'administrateur qui a configuré cette route. Il dit, par exemple, si tu veux atteindre telle route, la route n'est pas connectée chez moi, mais si tu veux l'atteindre, tu dois passer par mon voisin. Alors, là, c'est statique. On peut aussi l'avoir dynamiquement. Dynamiquement, on dit, on utilise un protocole de routage qui doit partager, être configuré dans tous les routeurs qui sont là. Alors, ils vont partager les informations entre eux.
Au lieu que moi, l'administrateur, que je vienne configurer les routes statiques, j'ai dit si tu vas attendre telle route, tu dois passer par l'autre. Non, non, les routeurs le font à ma place grâce au protocole, dans la configuration qui s'est fait entre eux, et puis ils se font des connaissances entre eux. La route par défaut, on dit cela transfère tous les trafics vers une direction spécifique s'il n'existe aucune autre route jusqu'à un réseau, donc jusqu'à un réseau souhaité dans la table de routage. Donc cela veut dire quoi? Je peux avoir mon réseau. Regardez le réseau qui est là. Nous avons un, deux, trois réseaux qu'on a conçus. Alors, il y a un quatrième réseau ici qui est l'Internet. Or, l'Internet, on ne connaît pas qui est là-bas. On ne connaît pas quelles sont les adresses qui sont sur Internet. On ne sait pas préciser. Il y a tellement beaucoup d'adresses qu'on ne sait pas. Maintenant, il s'est fait que pour que mes PC qui sont dans ces réseaux ici communiquent avec le PC qui sont là, il faut que mon routeur aussi ait connaissance de ces réseaux. Dans la table de routage ici, le routeur R1 doit avoir les connaissances de la route locale ici, la deuxième route qui est connectée directement, et puis la troisième route qui doit prendre par son voisin pour qu'il y ait communication. Maintenant, si maintenant le monsieur ici veut communiquer avec l'Internet, or, moi, l'administrateur, je ne connais pas quelles sont les routes qui sont là-bas, ni le routeur ne connaît pas quelles sont les adresses qui vont. Alors, pendant que mes PC ont besoin de communiquer avec l'Internet, qu'est-ce que je vais faire? Je vais configurer une route statique. C'est la route que vous avez vu qui est composée des 000. C'est une route statique par défaut. C'est une route qui est composée des zéros. La route va dire quoi? Si le PC envoie un paquet vers, ou bien le PCDC envoie un paquet vers l'Internet, le routeur verra ces paquets-là et puis va vérifier dans la table de routage. Il va trouver aucune correspondance par rapport à ces deux routes qu'il a. Alors, au lieu d'abandonner ces paquets, le routeur va envoyer ces paquets à la route par défaut. Or, la route par défaut, vous allez spécifier l'interface de sortie pour cette route-là. Il va le faire sortir là-bas. Alors, on verra ici sur Internet, il y a toutes les routes possibles. Parce que mon routeur aussi n'a pas la capacité d'avoir toutes les routes statiques, toutes les routes qui sont sur Internet. En fait, imaginez-vous l'Internet, toutes les routes qui sont là. Donc, le routeur n'aura pas vraiment des performances ou bien il n'y aura pas moyen pour avoir ça. Le premier moyen, qu'est-ce qu'on va faire? On crée une route par défaut qui indique vers la sortie qui est l'Internet. Alors, comment configurer maintenant les routes statiques? Les routes statiques, vous connaissez d'abord les routes connectées directement. Ce sont des routes que vous configurez aux interfaces et puis ça passe. Mais tandis que les routes statiques, il faut venir à la configuration globale. Vous venez à la configuration globale. Regarde, je suis dans R1. La commande, c'est IP, espace, IP route, espace. Je mets l'adresse réseau de destination. Je mets 10, c'est les réseaux ici. 1.0, son masque de sous-réseau, c'est /24, 255, 255, 255.0. Je mets espace. Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire, si tu veux atteindre ces réseaux ici, tu dois trouver qui? Mon voisin. L'adresse que je mets ici, c'est l'adresse de l'interface de ces routeurs voisins. Je suis dans R1, je saisis cette configuration de ces réseaux que les R1A, et puis je lui dis, si tu veux, je mets espace, tu dois passer par qui? Par mon voisin ici qui est 259, 165, 200.226 sur la trace du voisin. Donc, on doit passer par le voisin. Ça, c'est la configuration de la route statique. On appelle le routage statique. Le dynamique, je vous ai dit, ce n'est pas moi qui vais faire ça, mais plutôt le protocole qui les feront entre eux. Maintenant, on va voir les inconvénients et puis les avantages. On dit la route statique doit être configurée manuellement, nous le savons, et doit être ajustée manuellement par l'administrateur à cas de modification de topologie. Si par exemple on vient de modifier ces réseaux ici, on vient de changer, d'ajouter un autre réseau et on supprime l'autre. Le routeur, s'il n'aura pas l'existence de la suppression de ce réseau et de l'autre réseau, non, non. Il faut que moi, l'administrateur, je vienne modifier ma configuration. Parce que quelque chose que vous avez fait manuellement, pour changer ça, il faut que l'administrateur revienne le changer manuellement. Donc, le problème qu'on a avec les routages statiques, c'est ça. Mais on dit que c'est idéal pour le petit réseau non redondant. Donc, le petit réseau qui n'a pas de redondance, c'est idéal. Souvent utilisé conjointement avec un protocole de routage pour configurer un chemin par défaut. Souvent, on associe le routage statique avec un protocole dynamique pour
pour configurer un chemin par défaut. On verra ça avec nos pratiques. Bon, c'est plus Cessna 2 ou bien Cessna 3. Alors, il ne consomme pas des ressources. Et l'avantage aussi, il ne consomme pas trop de ressources. Pourquoi? Parce que c'est un chemin déjà qui est connu. C'est une configuration qui est connue. Le routeur n'aura pas à réfléchir beaucoup par rapport au routage dynamique. Alors, regardez dans le routage dynamique. C'est le routeur qui fait entre eux, qui fait tout. Les routages dynamiques, on dit, ils sont là pour découvrir les réseaux. Donc, c'est lui-même qui va. Donc, moi, je ne fais rien. Ce routeur va communiquer avec l'autre routeur et le routeur va informer automatiquement l'autre routeur que j'ai telle route et lui va informer l'autre. Et s'il y a un problème ici, c'est le routeur qui va informer que la route en question, il y a un problème. On a créé une nouvelle route. C'est assurer l'actualisation des informations. Le fait de faire ça, vous comprenez que le routage dynamique, ça se fait automatique. C'est adapté pour les grands réseaux. Parce que si on prenait les routages statiques, l'utiliser dans le grand réseau, on ne saura pas. Pourquoi il faut créer chaque route pour toutes les routes et en passant par toutes les itinéraires. Donc, ça va nous compliquer. Voilà pourquoi on dit le routage statique, c'est adapté pour le petit réseau simple. Mais tandis que les routages dynamiques, lui, on fait quoi? On peut l'utiliser dans de grands réseaux. Pourquoi? Parce que c'est eux-mêmes les routeurs qui font l'actualisation des informations. Ils vont sélectionner le chemin le plus approprié vers les réseaux, un réseau de destination. Donc, ils vont trouver parmi tous les chemins. Prenons par exemple, regardons, dans le partage des informations qu'ils feront. Ça peut arriver, on trouve la même destination avec plusieurs chemins. Donc, plusieurs chemins pour passer. Alors, le routeur sera en mesure de déterminer quel est le meilleur chemin par rapport à ça. On dit trouver de nouveaux meilleurs chemins lorsqu'il y a une modification de la topologie. Lorsqu'il y a une modification, je ne serai pas obligé, moi, l'administrateur, d'être là. Les routeurs eux-mêmes, ils vont réfléchir pour trouver le meilleur chemin pour la destination. Alors ici, le problème qu'on voit, c'est un problème au niveau des ressources. Parce que les routeurs doivent réfléchir, donc ils doivent consommer beaucoup plus de ressources. Le routage dynamique peut également partager des routes statiques par défaut avec les autres routeurs. On verra ça en session 2. Voilà les explications de ce que je vous ai parlé. Alors, présentons dans la table de routage pour un routeur Cisco IPv4. Vous allez mettre juste la commande show espace hyperwide. Donc, c'est la commande qui permet d'afficher la table IP. Donc, show, c'est montrer, afficher, moi, les routes IP. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Vous voyez, les L a été toujours suivi par C. Je parle d'IPv4. À IPv6, on verra ça aussi. Le C ici, c'est un réseau qui est connecté directement. Tandis que les L, c'est l'adresse IP de cette interface, de ces réseaux. Regardons ici, parlons un peu dans C ici. Il dit les réseaux 192.168.10.0/24. C'est l'adresse réseau. C'est connecté directement à l'interface Giga 000. Alors, les L maintenant donnent l'interface IP de l'adresse IP de cette interface. C'est 192.168.10.1. Il a mis même l'adresse sur 32 bits. Donc, lorsqu'on fait l'adresse sur 32 bits, c'est pour trouver une adresse unique. Mais ici, je mets c'est 24 parce qu'on sait que derrière ça, il y a des adresses qui sont là, qui font partie de ce réseau-là. Alors, il donne l'adresse IP de l'interface qui est 192.168.10.1. Connecté toujours sur les giga 00. Et c'est pareil ici. Si vous regardez /30, et ici, l'adresse de l'interface, c'est ça. Donc, le L donne l'adresse de l'interface, le C donne l'adresse du réseau de l'interface. Alors, si vous voyez les S dit c'est la route statique. Si vous voyez un S, c'est une route statique. Mais si vous voyez un S avec astérisque, cela veut dire que c'est une route statique par défaut. Ça précise bien une route statique par défaut. Parce qu'on peut avoir une route statique simple, telle que la configuration de ce que nous venons de faire ici. La configuration de ce que nous venons de faire ici. Lorsque cette table sera affichée dans la table de routage, ça sera seulement S, cette route ici, ça sera S. Mais si c'est une route statique par défaut, on le verra avec 000, tel que c'est ici. Alors, le O, le D ici, ce sont des protocoles de routage qui sont déterminés ici. Si vous voyez le O, c'est un protocole OSPF. Si vous voyez le D, c'est un protocole EIGRP. Nous avons beaucoup de protocoles de routage. On met même S, c'est statique. Les C, c'est connecté directement. Les L, c'est local. Les R, c'est les protocoles RIP. Et puis le B, c'est BGP. Il y a un peu quelques protocoles qu'on verra.
Cette commande affiche le type de route suivant. Connecter directement, je vous ai parlé de COS. Route distante, je vous ai parlé de ça. Et puis route par défaut, S avec astérisque. Voilà, le chapitre a pris fin. C'était ça le point que je devais vous parler pour finir ce chapitre. Ok, je vous dis bonsoir. Bientôt, là, je vous ferai une nouvelle vidéo pour le chapitre 9. Bonne soirée.